Bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi-Test. Nous sommes aujourd'hui à Detroit, capitale américaine de l'automobile, bastion historique des trois constructeurs, Ford, Chrysler et General Motors, qui nous reçoit aujourd'hui pour nous présenter en avant-première son système de conduite connectée OnStar. Mais avant d'en savoir plus, on découvre le sommaire de l'émission en images. Dans cette édition de Maxi-Test, nous partons essayer le Kia Sorento 3e du nom. BMW restyle et remotorise sa série 1, nous essayons la version Sportissime série 1 135i en version M. Nous franchirons le col de Turini au volant du leader de l'électrique, la Nissan Leaf. Alors qu'Opel annonce la Corsa OPC avant l'été, nous essaierons sa grande sœur, la Astra OPC. Toujours chez Opel, nous découvrirons le prometteur système de navigation connecté OnStar. Enfin, l'essence revient à l'honneur chez Peugeot et nous irons tester l'excellent moteur PureTech en version 110 chevaux et sur 2 châssis différents. Nous partons tout de suite essayer le nouveau Kia Sorento, 3e génération, qui compte bien se faire une place au sommet des SUV du segment D, premium inclus. Kia entend bien rappeler que sa présence en Europe ne s'apparente pas à de la figuration. Le nouveau Sorento s'inscrit dans un plan qui verra de nombreuses nouveautés s'ajouter pour booster ses résultats. En 2015, nous sommes actuellement sur le mois de mars en phase de présentation de facelift, donc de facelift sur Picanto, Rio et Venga. Nous aurons au mois de septembre l'arrivée d'un facelift sur la Ceed, qui est le cœur même de notre gamme. Et un peu plus tard, fin d'année, début d'année prochaine, ça reste encore à fixer, la nouvelle Optima. Donc une année produit intéressante et riche. Avec le Sorento, le constructeur coréen monte en gamme et cela se voit d'abord dans ce nouveau design plus statutaire, moins clivant que son prédécesseur. L'avant plus massif, marqué par la grande calandre Tiger Nose, typique de la maison, affirme l'identité de la voiture. Le profil classique, avec quelques touches de chrome autour des surfaces vitrées et des poignées de porte, renforce l'idée d'un véhicule plus cossu. L'arrière rappelle, lui, certaines créations d'outre-Rhin. On a vu pire comme référence, et les changements ne se limitent d'ailleurs pas à l'esthétique. Ce qui change entre la deuxième et la troisième génération de Sorento, c'est clairement une évolution stylistique. On retrouve bien l'ADN même du Sorento, mais les designers et les ingénieurs ont voulu donner une assise plus musclée, plus fluide et plus dynamique encore. Autant d'indices qui nous laissent penser que le Sorento s'attaque sans complexe au premium. On est face effectivement à des 4x4 du segment D, donc ça veut dire des SUV tels que certains Volvo, tels que pourquoi pas quelques véhicules premium tels que BMW ou Audi, X3, X5. Donc on monte en gamme tout en restant une marque généraliste qui a, grâce au nouveau Sorento, réussi à prouver sa technologie et son savoir-faire en termes de véhicules premium. Avec de tels concurrents, Kia se devait de proposer un intérieur de meilleure qualité. Si le design de la planche de bord paraît simple, à l'image d'ailleurs des stars du segment des SUV compacts, on note un bond en avant de la qualité des matériaux, avec des touches de plastique moussé et un assemblage rigoureux. Au chapitre des équipements, elle offre tous les gadgets indispensables en vogue. Pêle-mêle, un écran tactile pour la navigation et les fonctions audio, un régulateur de vitesse intelligent, une vue par caméra 360 pour aider au stationnement, on en oublie. Sur la route, il se montre impérial de confort, notamment sur autoroute où il laisse les kilomètres d'asphalte sous ses roues défiler en toute quiétude. Avec près de 2 tonnes sur la balance, il ne faut pas s'attendre évidemment à un comportement de ballerine. Le moteur 2,2 litres diesel de 200 chevaux permet des reprises correctes et énergiques qui ne feront pas du Sorento une chicane roulante dans les montées de col. Sa boîte automatique douce manque certes de réactivité, mais sa vocation de grande routière n'invite de toute façon pas au sport. Sa transmission intégrale que l'on peut forcer en 4x4 permanent autorise sans peur l'aventure sur la plupart des chemins. On évitera le franchissement, mais c'est sans coup férir que nous sommes montés sur les somptueux plateaux du Pays Basque pour profiter ainsi de ces formidables panoramas sans sortir la canne et les chaussures de marche. Son prix plancher de 44 000 € paraît cher.
Toutefois, à ce tarif, le Sorento offre 7 places et énormément d'équipements que la concurrence réclame en option, avec à la clé une facture qui s'envole bien au-delà de celle du coréen. Ainsi, Kia prouve son sérieux sur un segment exigeant pour soutenir le renouvellement de toute sa gamme. Derrière moi, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de la première voiture autonome qui préfigure les voitures qui rouleront peut-être demain ou après-demain sur nos routes. Tout de suite, on part à la découverte du système OnStar. Opel OnStar, annoncé à Genève en 2014, arrive en Europe au second semestre 2015. Aux États-Unis, au Canada, en Chine et au Mexique, ce sont déjà environ 7 millions de clients qui font confiance à cette offre globale de services permettant de rouler l'esprit tranquille. OnStar, c'est un outil de communication qui se base sur une carte 4G pour proposer à partir d'un centre d'appel dédié les applications suivantes. Les communications d'urgence dans l'hypothèse d'un accident détecté par les capteurs présents sur le véhicule, le téléchargement d'itinéraires vers le GPS du véhicule ou le guidage directement par le centre de commande OnStar. OnStar permet également de transformer la voiture en hotspot Wi-Fi auxquels peuvent se connecter jusqu'à 7 périphériques, de quoi occuper parents et enfants. Enfin, cela permet également la localisation et l'assistance en cas de vol et l'établissement de diagnostics mensuels ou à la demande de l'état du véhicule. Notons qu'il est possible de désactiver les fonctions de localisation si l'on veut se balader incognito. OnStar sera disponible sur la plupart des véhicules Opel à partir d'août 2015 et l'abonnement sera offert pendant 1 an. C'est un service pratique et sécurisant, à suivre donc. BMW renouvelle son best-seller, la série 1, avec notamment des optimisations pour les motorisations 3 et 4 cylindres. Alors pour ne rien vous cacher, nous avons préféré essayer le 6 cylindres de la série 1 135i en version M. La série 1, la BMW, la plus vendue en France depuis son lancement en 2004, fait peau neuve. Au programme, un nouveau design, de nouvelles teintes, de nouveaux équipements et surtout de nouvelles motorisations encore plus performantes, surtout sur les petites motorisations, comprendre 3 et 4 cylindres. Alors, facelift ou refonte ? C'est un modèle très important, comme vous le savez. C'est un véhicule qui a été vendu à 2 millions depuis 2004 à travers le monde et 120 000 exemplaires en France. Donc nos ingénieurs et nos designers ont surtout travaillé sur le design de la voiture pour relancer encore ce modèle qui est déjà un modèle phare et dynamiser la face avant avec un look beaucoup plus sportif ainsi que l'arrière. Beaucoup de nouveautés également sur les motorisations. On a désormais aussi on a 2 versions essence en 3 cylindres, dont un moteur diesel Efficient Dynamic qui a 89 grammes de CO2, donc très important pour le marché français. Et puis on a aussi amélioré la 120D qui est passée à 190 chevaux, le 4 cylindres. X-Drive est désormais possible de recevoir une boîte automatique. Donc beaucoup de modifications sur toute cette gamme de moteurs et sur la carrosserie de ce véhicule. À l'avant, une nouvelle signature visuelle avec un éclairage diurne à LED. La double calandre se rapproche des projecteurs plus effilés pour plus de sportivité. À l'arrière, un nouveau haillon avec des feux à LED de série en 2 parties qui arborent désormais la forme en L propre à la marque à l'hélice. Des sorties d'échappement agrandies sur certaines versions et doublées sur d'autres. À l'intérieur, de nouveaux équipements de série dont le contrôleur drive et l'autoradio BMW Professional et son écran de 6,5 pouces et la climatisation automatique. Enfin, une simplification de la gamme avec une réduction du nombre de finitions. Nous nous concentrons sur la sportivité avec la série 1 135i version M dans une superbe livrée Valencia orange métallisée sur les routes portugaises. Sur notre version d'essai, les boucliers avant et arrière sont entièrement revus. En route, on ne cache pas le plaisir que procure ce 6 cylindres de 2979 cm3 sur les routes secondaires qui entourent Lisbonne.
Avec 450 Nm de couple dès 1300 tours minute, les accélérations sont franches et la reprise en sortie de courbe présente. Le châssis compact ajoute en sportivité, particulièrement sur ce type de motorisation. Mais au fait, quelle est la clientèle de la série 1 ? La BMW série 1, c'est aussi de la clientèle de conquête, mais aussi des clients qui viennent aussi d'autres marques parce qu'ils recherchent aussi une petite voiture compacte, sportive, qui offre aussi des versions X-Drive, 4 roues motrices, donc une clientèle attractive que l'on soigne avec ce modèle. En conclusion, la nouvelle série 1 est une sportive compacte très plaisante à mener, qui n'a rien à envier au plan des performances ou des équipements à ses concurrentes Audi S3 et classe A AMG. Et elle est en concession depuis quelques jours. À présent, nous prenons la direction du col du Turini pour une spéciale un peu spéciale, au volant de celle qui domine le marché électrique, la Nissan Leaf. La Nissan Leaf a eu droit en 2013 à une mise à jour technique, avec à la clé une autonomie augmentée à près de 200 km. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'avère la compacte du genre la plus efficace et surtout la plus vendue, toutes électriques confondues. Brice Fabry, directeur véhicules électriques chez Nissan West Europe, nous en dit un peu plus. Donc deuxième génération de la voiture, un bilan super positif, décroissance à 2 chiffres depuis les 3 années de la commercialisation. Cette année c'est une très belle année. On va, je pense, être très proche de 25% de mieux que l'année dernière. Nous en avons donc profité pour en prendre le volant, dans des conditions hostiles pour ce type de véhicule, puisque nous l'avons essayé dans la montée entre Sospel et le col du Turini, une spéciale du célèbre rallye du Monte-Carlo. On n'égalera pas le chrono des champions du monde de la discipline, mais le puissant couple disponible sans temps de latence efface les montées sans peine. Évidemment, la batterie se sera vidée plus rapidement que sur le plat, mais la longue descente du col assure une recharge efficace grâce au frein moteur et permet d'apprécier le paysage somptueux sans subir la peine des rétrogradages et surtout risquer la panne jusqu'à la borne la plus proche dans la vallée. L'électrique, ça n'arrête jamais. Récemment à Genève, on a montré 2 choses majeures. Une évolution de la Leaf qui continue avec une série spéciale qu'on a voulu volontairement très orientée sur le design, mais aussi avec un package complet, avec son chargeur intégré, avec la solution de recharge à domicile, avec aussi un peu du look, parce qu'une voiture électrique, ça doit aussi, de dépasser le subjectif, ça doit être sympa à conduire, ça doit donner envie d'utiliser tous les jours. On peut s'interroger sur le type de clientèle de la Leaf et aussi faire le point sur la mise en place des infrastructures pour accompagner son développement sur certains marchés. On a eu une époque, je dirais, de propriétaires militants, engagés, volontaires, puis aujourd'hui c'est tout le monde. Au-delà de la pédagogie, c'est de convaincre. Et pour convaincre, c'est d'avoir monté des partenariats avec des partenaires privés, de grandes enseignes nationales, qui nous ont fait confiance dans leur démarche de rendre la recharge rapide, immédiate, accessible, tous les jours. Et ça donne un maillage aujourd'hui qui est colossal, puisqu'on part de 0 il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 300 bornes qui sont montées en partenariat avec Nissan et ses enseignes. La Nissan Leaf démontre ainsi que l'automobile électrique, malgré ses inconvénients, s'impose dans l'un des rôles d'acteurs majeurs de l'usage alternatif de la voiture. OPC pour Opel Performance Center signe la sportivité chez Opel. Et tout de suite, nous partons essayer l'Opel Astra dans sa version OPC. Trois lettres suffisent à différencier une Opel normale d'une Opel énervée. OPC pour Opel Performance Center. La marque Blitz a admis dans son atelier de sorcier mécanique l'Astra GTC pour la transformer en une bête féroce qui effraierait un loup en pleine forêt. Et ça commence par un look sublimé et dynamisé par des ailes élargies, des grosses roues, des boucliers spécifiques et un discret béquet de coffre.
Ces courbes déjà affriolantes à la base font dévisser ainsi les têtes partout où elles passent. À l'intérieur, Opel a essayé de marier les mondes opposés du sport et du confort. Les somptueux sièges baquets à l'avant sont parmi les plus agréables pour les postérieurs fragiles, sans sacrifier le maintien en virage. Le volant sport a droit à son badge OPC, et puis c'est à peu près tout. Côté commande, en dehors des boutons de mise à feu sport et OPC, rien de plus. Effectivement, appuyer sur la touche aux 3 lettres transforme la douce féline en un faux vent-chasse. Pour l'ambiance, les compteurs virent au rouge, l'échappement se libère, la direction se durcit et les suspensions passent de confort à rendez-vous chez le kiné. Dès lors, le 4 cylindres turbo de 280 chevaux sous le capot ne néglige aucun des canassons à disposition qui tire sans peine l'Astra OPC à des vitesses jugées inadaptées par certains appareils photo. Notons un 0 à 100 km/h expédié en 6 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. Dans ces conditions, la compacte sportive donne une nouvelle définition au mot vigilance, car son efficacité surprenante met rapidement en confiance. La puissance passe relativement aisément au sol grâce aux seules roues avant, avec ce moteur qui semble ne jamais s'essouffler. Il faut composer avec une boîte qui accroche parfois sur les 3 premiers rapports, mais question tenue de route, rien à dire, si ce n'est un sous-virage facilement maîtrisable en conduite extrême dans les petites courbes. Si en termes d'efficacité, l'Astra OPC se situe un cran en dessous d'une Renault Mégane RS, elle s'avère en revanche plus homogène et confortable au quotidien que la référence française. Au moment de signer les 2 chèques, un sera de 35 140 € pour Opel et un de 4 000 € au Trésor public au titre du malus écologique. Les jolies choses ont toujours un prix. L'essence revient de plus en plus dans le débat, avec d'un côté des moteurs qui sont plus performants et puis un coût d'acquisition qui est moindre et qui contribue à la croissance des ventes de ce type de motorisation. À l'honneur chez Peugeot, le PureTech que nous essayons dans sa version 110 chevaux sur 2 châssis différents. Peugeot s'en va redonner ses lettres de noblesse à l'essence dans un contexte où le diesel commence à voir son outrageuse part de marché se réduire. Pour cela, le constructeur au Lyon sort ses moteurs PureTech, capables de mouvoir un SUV compact comme le 2008 et aussi la plus grande 308 avec le même moteur de 110 chevaux. Christian Chapelle, directeur chaîne de traction et châssis, nous en dit plus sur cette gamme de nouveaux moteurs. Le moteur PureTech, c'est une famille modulaire de 3 cylindres, des moteurs atmosphériques et maintenant des moteurs turbo-compressés. Donc depuis 60 chevaux jusqu'à maintenant 130 chevaux en version turbo. Donc c'est 4 ans de développement à peu près, une nouvelle famille moteur. C'est au total 1 milliard d'euros investis en R&D plus investissement industriel pour le groupe PSA. Donc c'est un très gros effort pour permettre au groupe de revenir dans la compétition essence. En outre, ce bloc peut s'associer à la nouvelle boîte automatique EAT6, appelée à convaincre plus de clients de choisir cette transmission. C'est une boîte que nous avons développée avec notre partenaire Aisin AW, qui est le plus grand fabricant de boîtes auto au monde. C'est 4e génération de boîte de vitesse. C'est une boîte à 6 rapports, très moderne, qui n'a absolument rien à envier à d'autres automatismes. Et on peut vraiment dire que maintenant, PSA a l'offre boîte auto qui lui manquait. Voilà, nous y sommes, elle est là. Effectivement, nous avons pu vérifier sur le circuit du Céram à Mortefontaine que ce moteur PureTech dans sa version 110 chevaux offre un bon agrément dans le 2008 qui fait oublier l'ancien VTI de 120 chevaux qui disparaît du catalogue. Il se montre relativement discret et offre plus de punch à bas régime que le moteur d'ancienne génération. En outre, sous le capot de la 308, associé à la boîte EAT6, il se montre volontaire et laisse profiter de la souplesse de ce petit bloc qui en offre beaucoup, malgré sa puissance modeste compte tenu du gabarit de la voiture. Pour ne rien gâcher, il garde la compacte bien loin du premier seuil de malus, et ce, même si l'État durcissait prochainement le dispositif. Ainsi, Peugeot se montre d'ores et déjà armé pour affronter l'après-diesel.
Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Nous nous retrouvons le mois prochain pour Maxi Test. À bientôt sur l'antenne de Motors TV.